Et on commence donc, comme tous les lundis, par les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier dans Smart Patrimoine. On va s'intéresser aujourd'hui à l'achat en nue propriété et à son potentiel pour les investisseurs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Thomas Abinal, le cofondateur de Monetivia. Bonjour Thomas Abinal. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais en introduction, on va parler d'investissement en nue propriété. On peut peut-être commencer par faire rapidement une définition de ce que c'est que la nue propriété. On en parle souvent, mais c'est quand même toujours important de rappeler ce que c'est. Alors le principe de la nue propriété, c'est de pouvoir dissocier la propriété d'un bien de son usage. D'accord. Donc, on va avoir typiquement un investisseur qui va acheter un bien, mais qui ne va pas pouvoir l'occuper ou le louer. Et de l'autre côté, quelqu'un qui va conserver ce droit d'utilisation et de mise en location, par exemple, du bien. C'est ça, ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Il y a la nue propriété et l'usufruit. Si, entre guillemets, la nue propriété, c'est les murs, mais on n'a pas le droit d'y habiter, entre guillemets, puisque c'est l'usufruit qui fait qu'on va avoir l'usage du bien en question. Absolument. Juridiquement, c'est exactement ces deux notions, nue propriété, usufruit. Et alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ce mécanisme de démembrement de propriété pour faire de l'investissement immobilier ? Alors, typiquement, la grande clé d'entrée dans ce sujet pour les investisseurs, c'est de se dire, au lieu d'acheter un bien et de le mettre en location, ce qui est quand même la logique immédiate d'un investissement immobilier. L'investissement locatif ou l'investissement immobilier le plus classique. On va préférer là acheter un bien occupé, ne pas toucher de loyer. D'accord. Avec ce qui a un certain nombre d'avantages, notamment en termes de risque. D'accord. Et puis du coup, on va acheter ce bien moins cher, puisqu'on va percevoir finalement des loyers sous forme de réduction de prix à l'entrée. C'est ça la mécanique. Parce qu'on pourrait aussi se dire qu'on achète un bien avec déjà un locataire dedans, et donc on est assuré d'avoir des loyers. Là, ce que vous dites, c'est que finalement, il vaut mieux, on n'achète que la nue propriété, et au lieu de toucher des loyers, on va avoir une réduction de prix à l'entrée. Voilà, c'est ça. Alors ça intéresse qui ? On commence déjà à le comprendre. Ça intéresse des investisseurs qui ne veulent pas habiter dans le bien, effectivement, voilà, puisqu'ils n'auront pas le droit. Voilà, et puis qui ne veulent surtout pas toucher de loyer. Alors donc pourquoi on ne veut pas toucher de loyer aujourd'hui ? Parce que probablement on est assez fortement fiscalisé, puisqu'aujourd'hui les revenus locatifs, on va dire, sont l'objet d'une fiscalité assez forte. Donc un certain nombre de gens préfèrent ne pas toucher le loyer, avoir plutôt un investissement de long terme dans lequel ils ne vont pas percevoir de revenus dont ils n'ont pas besoin, et du coup, ils vont échapper à la fiscalité sur les revenus fonciers. C'est intéressant parce que du coup, on parle d'un investissement, mais on cherche un investissement sans chercher de rémunération à court terme de cet investissement. Exactement. C'est vraiment un arbitrage court terme, long terme. Donc, on refuse, on accepte de ne pas toucher le loyer pour, en contrepartie, à plus long terme, avoir une meilleure équation, je dirais, économique. Donc, on a un couple rendement-risque qui est optimisé, mais la clé d'entrée, c'est effectivement de ne pas avoir besoin de ces loyers à court terme. Et alors, ça veut dire que si on n'achète que la nue propriété, on va acheter moins cher, j'imagine, puisqu'en fait, l'usufruit et la nue propriété ont chacun une valeur, et donc là, on n'achète qu'une des deux valeurs, entre guillemets, du bien immobilier. Exactement. Mais pourquoi je fais ça ? Parce que si je n'ai que la nue propriété, à quoi elle va me servir ? Alors, la grande motivation des investisseurs sur ce type d'investissement, c'est préparation à la retraite, donc c'est l'épargne pour dans 20 ans, 30 ans, très long terme. Et puis l'autre motivation, c'est surtout d'échapper aux aléas du locatif. Donc, préparation à la retraite, constitution de patrimoine, et évidemment, la réduction de prix à l'entrée, elle n'est pas négligeable. Vous pouvez acheter des biens à 50%, 60%, mais parce que pendant X années, vous n'allez pas toucher le loyer. Alors, la différence entre les 60% et les 100%, donc les 40%, pour prendre un cas pratique, c'est X années de loyer. Donc, dans certains cas, 20 ans, 25 ans ou 15 ans, ça dépend après de la durée dans laquelle on investit. Mais donc le delta, c'est vraiment une somme de loyer touchée en réduction de prix immédiate. Et donc l'autre chose qui intéresse beaucoup les investisseurs, c'est de se dire, je ne prends pas d'aléas. C'est-à-dire que je n'ai pas, d'abord, j'ai pas de gestion, donc c'est grande sérénité dans son investissement, et puis pas de risque, c'est-à-dire vous n'avez pas de risque d'impayé, puisque vous avez, entre guillemets, perçu vos loyers à l'entrée. Oui, parce que la personne qui habite le bien ne peut pas vous appeler en vous disant il y a un problème de chauffage, ou il y a un problème de plomberie, ou autre, parce que vous n'êtes pas tenu aux engagements du propriétaire. Pour bien comprendre l'avantage pour l'investisseur, ou en tout cas le mécanisme pour l'investisseur, il faut se poser la question de ceux qui vont vendre la nue propriété, puisque à terme, on récupère l'intégralité de la propriété de l'appartement. Bien sûr, alors l'objectif c'est à terme de récupérer 100% de la pleine propriété. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait juridiquement sans aucune formalité. D'accord. Juridiquement, c'est très facile et très simple. Et évidemment, au terme, l'idée c'est soit de revendre en encaissant une plus-value, soit d'occuper si jamais on avait une velléité d'utiliser le bien, soit à ce moment-là de mettre en location parce que probablement on est à une étape de sa vie où on est moins fiscalisé. Donc typiquement, vous êtes un actif, vous êtes peut-être dans une tranche marginale d'imposition à 30%, vous dites oh là là, moi j'ai pas envie
envie avec CSG, CRDS de me voir capter 50% de mes revenus, enfin 47,2 bien sûr, ici. Mais par contre, peut-être qu'à 65 ans ou 70 ans, vous aurez une ponction fiscale qui sera bien redescendue, et là, vous pourrez peut-être faire du locatif. Mais alors du coup, en fait, on récupère 100% de la propriété de l'appartement le jour où les occupants décèdent ou décident de vendre l'appartement. Il y a plein de montages différents. Effectivement, Monetivia œuvre dans l'ancien, et effectivement, ce sont des particuliers derrière qui en direct détiennent l'usufruit. D'accord. Alors, il y a plusieurs formules possibles, mais soit c'est des gens qui ont gardé un usufruit pour une période bien précise, donc ils s'en vont parce ça correspond à leur projet. Soit, et c'est effectivement un des créneaux forts de Monetivia, c'est de s'adresser à des personnes âgées qui vont vouloir monétiser un bien avec une formule qui là aussi, pour elles, est une alternative à une autre formule existante qui est la vente en viager. Bien sûr. Et alors là, on va récupérer le bien quand les occupants seront décédés. Donc, avec un terme qui est pas forcément très précis, très défini au départ. Donc là, ça veut dire qu'on est un couple de personnes âgées. Et pourquoi est-ce qu'on irait vendre la nue propriété de son appartement pour garder l'usufruit? Alors aujourd'hui, il y a il y a une part énorme du patrimoine des seniors qui est dans l'immobilier. La moyenne, c'est 70%, mais c'est qu'une moyenne. À Paris, on peut être beaucoup plus haut. On a fréquemment, nous, des clients qui viennent nous voir et qui ont 98% de leur patrimoine dans l'immobilier. Alors, ils ont besoin de récupérer des liquidités pour vivre. Bien sûr. Donc, par exemple, ils veulent faire des donations à leurs enfants, de liquidités aujourd'hui, pour leur donner un coup de pouce. Ils veulent se créer du revenu complémentaire à la retraite. Ils veulent, pour certains, c'est plus prosaïque, ils ont besoin de financer la dépendance d'un conjoint. Voilà, il y a plein de raisons de vouloir récupérer des liquidités. Et c'est un schéma possible, parmi d'autres, qui le permet. Parce que ça évite de vendre l'intégralité du bien. On peut continuer à l'habiter, simplement on n'a plus la nue propriété. Et quand on n'a plus la nue propriété, automatiquement, le bien revient à celui qui est propriétaire de la nue propriété le jour où il n'y a plus d'usufruitier. Exactement. C'est exactement ça. Le schéma, il est par définition voué à s'éteindre à la fin. D'accord. C'est-à-dire qu'au final, l'usufruit est forcément, je dirais, temporaire. En tout cas, il n'est pas éternel. Et donc, au terme, il s'éteint. Juridiquement, on dit qu'il s'éteint. Et le nu propriétaire va devenir usufruitier à son tour et donc plein propriétaire. Alors avant de passer peut-être aux différences qu'on peut voir avec le viager, ça vous arrive de voir par exemple des ventes d'usufruit avant le terme parce que les projets ont changé ou autre Alors c'est tout à fait possible, c'est assez rare mais c'est tout à fait possible. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui n'ont pas de velléité de rester à vie dans un bien et qui sont capables d'arbitrer parce que peut-être souvent ils ont deux biens par exemple, donc résidence principale, résidence secondaire, et ils vont dès 70-75 ans dire la maison secondaire ou bien le pied-à-terre, je le garde que 10 ans, je le garde que 15 ans, et puis après, je rendrai des clés. D'accord. Ça, on le voit de plus en plus. Et donc, ils vendent la nue propriété quelques années avant, et ensuite... Ils vendent la nue propriété, ils gardent 10 ans ou 15 ans, une période bien définie d'usufruit qu'ils ont eux-mêmes définie. D'accord. Et donc, à la fin, par définition, ils rendent les clés. Alors ça, on le voit de plus en plus. Ils rendent les clés, oui, parce que ça leur permet de sortir l'actif de leur patrimoine à eux, c'est ça? Du coup, voilà, ils vont toucher peut-être 60-65% de la valeur du bien, tout en restant dedans 15 ans, donc ça les intéresse. Et puis, par contre, là, il n'y a pas de velléité de pouvoir rester à vie, parce que c'est un schéma... c'est un projet de vie qu'ils assument totalement d'arbitrer avec une période bien définie. Et ça, effectivement, c'est une tendance aussi qui émerge versus l'autre tendance versus l'autre possibilité qui, elle, est plus ancestrale, de se dire je vais conserver le bien à vie sans savoir combien de temps je vais vivre. Alors là, qui amène d'autres questions. Et là, on revient effectivement sur un fonctionnement assez similaire au viager. On pourrait comparer ça au viager Alors, si vous voulez, nous, on n'aime pas cette comparaison parce qu'il y a des grosses différences, mais par essence, vous avez un utilisateur qui va vendre et rester à vie dans le bien. Ça ressemble, et puis qui est une personne âgée. Et un autre qui récupérera le bien à la fin. Donc, ça ressemble beaucoup au viager. Après, la question, c'est comment on structure ça financièrement et juridiquement pour justement échapper à l'aléa viager. Parce que le problème du viager, c'est que vous avez un aléa monstrueux qui est que vous avez un prix qui est fabriqué à partir d'une espérance de vie. Ce qui est un aléa par construction. Donc, vous prenez quelqu'un qui a une espérance de vie de 17 ans, en pratique, vous ne savez pas s'il va vivre 5 ans ou 25 ans. Oui, bien sûr. Et puis, du coup, ça amène l'investisseur à se poser la question et à parier, entre guillemets, sur l'espérance de vie de la personne. Alors, sur le viager classique, l'idée, c'est de parier, c'est d'utiliser cet aléa. Il y a des gens que ça intéresse de parier dessus. Alors après, est-ce que c'est moralement acceptable ou pas? On peut le discuter, puisque dans le viager à l'ancienne, vous enrichissez, vous avez un coup de booster sur votre TRI parce que vous récupérez le bien plus vite en cas de décès. Alors c'est justement nous, chez Monetivia, ce qui ne nous plaisait pas. Et donc on a souhaité construire une solution qui va, gérer cet aléa et qui va le neutraliser. D'accord. Et tout l'objectif du contrat Monetivia qu'on a lancé il y a maintenant 5 ans déjà, c'est de bâtir un prix qui va être ajusté dans la durée
en fonction de la durée réelle d'usage du bien. Pour éviter que quelqu'un qui vit moins longtemps que prévu, je dirais, se fasse un peu spolier, ou enfin, en tout cas fasse une mauvaise affaire, la famille. Et de l'autre côté, avoir aussi un investisseur qui sait exactement où il va et qui ne s'embarque pas dans une formule où peut-être qu'il pensait le récupérer au bout de 15 ans et il va le récupérer au bout de 25 ans. Donc, donc comment on fait dans ces cas-là? C'est qu'il n'y a pas un seul prix d'entrée, c'est-à-dire qu'on peut On a un prix d'entrée, mais on ne s'arrête pas là. C'est la grosse, je dirais, différence avec Moetivia, c'est que derrière, on met en place des mécanismes de protection des deux parties qui vont permettre de réviser le prix dans le futur. Alors, révision de prix dans le scénario 1 de vie plus courte que escompté, c'est tout simplement un complément de prix. Donc, c'est un capital complémentaire qui est versé à la succession. Et du coup, la succession ne se fait pas avoir. On est sur une transaction qui est beaucoup plus gagnant-gagnant. Et puis, de l'autre côté, on a l'alternative numéro 2, où le senior vit plus longtemps que les statistiques. C'est pas grave, on est content pour lui. Et pourquoi ? Parce qu'il y a l'assureur Allianz qui, cette fois, prend en charge ce risque et va indemniser, dans ces cas-là, l'acheteur, tant que la situation perdurera. Et alors, de manière plus générale, j'allais vous poser la question pour conclure des risques. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais le risque pour l'investisseur de passer sur la nue propriété, c'est quoi? C'est justement ce manque de visibilité sur le temps d'investissement? Je ne pas que c'est un risque parce que c'est assumé dès le début. Donc, c'est clair. On sait que dans cette formule-là, en tout cas, quand on n'est pas sur des démembrements temporaires, on sait qu'on a un horizon de sortie en termes de timing qui n'est pas maîtrisé. Le risque, il est avant tout immobilier. C'est un risque marché. Bien sûr. Ça, il ne faut pas le négliger parce que c'est vrai qu'à Paris, on est un petit peu déformé puisqu'on depuis, 30-40 ans, on a toujours une courbe. On a du mal à voir l'immobilier baisser. Mais c'est fondamentalement le risque numéro 1 dans ce type d'investissement, c'est que vous êtes sur un investissement immobilier. Alors vous avez un effet de levier, ce qui est intéressant au départ, mais on ne va pas vous prédire que le marché immobilier parisien va monter comme ça à l'infini, puisqu'on n'en sait rien. Et alors à Paris, et puis surtout dans d'autres régions, peut-être que le marché est moins lisible. Donc c'est les variations de prix, effectivement, de l'immobilier qu'il faut regarder de très près quand on est investisseur. Vaut mieux. Merci beaucoup Thomas Abinal. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Monetivia. C'est moi qui vous remercie, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.